à tous et bienvenue dans Rugby Légende, l'émission qui te permet de passer une émission entière avec une des stars du rugby français. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur de devoir, un guerrier, un soldat du top 14. Il a joué au plus haut niveau pendant près de 15 ans, il est passé par le Racing, par le Munster ou encore Brive, oui, parfois on choisit pas. De Lille à Dax en passant par le 15 de France, nous allons suivre pas à pas la carrière d'un pilier de métier. Julien Brugnaud est avec nous. Salut Julien. Bonjour. Bon, ça va ? Pas trop stressé ? On va disséquer ta vie, on va tout reprendre point par point. Écoute, si tu laisses les bons dossiers de côté, moi ça me va, on peut parler des choses qui ont été agréables en tout cas. On va essayer, bon je te garantis rien, ça se trouve il y en a 2-3 qui vont surgir, pointer le bout du museau, on verra si tu leur tapes dessus ou si tu les accueilles avec bonheur. Il me semble, oui. Face à lui, un visage que vous connaissez peut-être parce qu'il est créateur de contenu rugby, il ne sort jamais sans son polo du Racing, même au travail. Stanislas, bonjour. Salut Pierre, ça va ? Je vais t'appeler Stan, ça te va ? Oui. Stanislas, j'ai l'impression que ça te... Ouais, ça me fait chier. Ouais, ça te tend un peu, ouais. Avant de démarrer cette émission, même si t'es très fier de ce que tu fais avec ton compte Parlons Rugby, il faut évacuer ça. On n'est pas là pour parler de ça. On est vraiment là pour parler de ta passion au sujet du Racing. C'est ça qu'on a envie de découvrir avec toi aujourd'hui. Donc je vais pas te poser de questions sur Parlons Rugby. Est-ce que t'es d'accord avec ça ? Oui, je suis tranquille. Ok, ça gagne quand même bien comme créateur de contenu ? Non. Ok, bon, très bien. T'es bénévole là-dedans. À la base, le dernier larron, lui, est plutôt tennis, mais son passage à Toulouse a changé l'homme par la passion pour le sport qui l'anime. Vous l'avez vu dans votre télé, vous l'avez peut-être entendu dans votre poste de radio, ça fait des années qu'il écume les rédactions sport. Ilya Grandjean, merci d'être avec nous. Ça va, avec mon Ilya ? plaisir. Ça va, Pierre ? Ouais, écoute, ça va bien. J'ai l'impression qu'on va passer un bon moment marqué par un objet qui est unique. Un play, alors vous allez me dire c'est quoi un play ? Pour illustrer des moments de la carrière de Julien et par écho notre vie de fan, de passionné, de suiveur, on va utiliser une capsule temporelle. C'est un concentré d'émotions, un objet de collection qui s'appelle un play. Et un play, c'est ça. Voilà Julien, régale-toi, on est de retour à Yves du Manoir avec le Racing face à ta future équipe Brive, le CAB qui va se faire traverser ici par Johnny Kovu. Oh là, quel monstre, regarde ça, bébé de son surnom, qui va feinter la passe, enfoncer tout le monde et qui va aller marquer. Ça c'est rugby champagne. Tu as le souvenir d'avoir marqué des essais comme ça, toi ? Des traversées de terrain de 50 mètres ? Oui, en cadet, oui. C'est une équipe dans laquelle tu as eu le plaisir d'évoluer. Johnny Kovu, ça fait partie des bons souvenirs. Ça, c'est la deuxième année, je crois, il me semble. C'est la deuxième année où je rejoins le Racing. Ouais. Kovu, c'était un monstre. Hein. Aujourd'hui, on parle de Skelton, mais à l'époque, lui, il faisait partie des monstres du championnat. On va revenir sur ta carrière grâce à ces objets, les plays, il y en aura 5, puis on va découvrir ton 15 de légende, et puis il y a du choix, parce que tu as joué avec peut-être 2 des 3 meilleurs ouvreurs de l'histoire, donc on va voir qui t'a choisi, parce qu'il y a quand même un suspense de dingue, et puis le moment que vous attendez tous, les 5 questions qu'on n'a jamais osé poser à Julien Brugnaud. Tu verras, la règle elle est hyper simple, hein. C'est si tu me tapes, t'es éliminé. Ça paraît assez cool. Et on finira avec la séquence que les Américains nous envient, que CNN essaye de nous copier, le quiz légendaire. Qui connaît le mieux la vie de Julien Brugnaud ? Julien Brugnaud ou Stan, le fan du Racing ? C'est parti pour Rugby Légende. Pour commencer en douceur, on va remonter le fil de ta carrière, Julien. On va reprendre point par point, je l'ai dit, et on va commencer par le commencement. Chose rare. Pour ça, il y a adressé ton portrait, c'est Julien Brugnaud pour les nuls. Julien Brugnaud, tu es né le 17 novembre 1981. Un 17 novembre, c'est comme Martin Scorsese, Danny DeVito et Maureen Dor. Vous vous souvenez de Maureen Dor ? Bien sûr. Bon, c'est pas vrai. Sophie Marceau aussi. Sophie Marceau, je l'ai vu et je préférais Maureen Dor. J'aime bien Sophie Marceau. Bon, c'est pas le propos. Mais bon, tu es né à Lille, terre de rugby. Et oui, destin prédestiné, tu seras rugbyman professionnel. Ton parcours junior part donc de Lille, puis tu te diriges vers le sud-ouest et la région bordelaise, Libourne notamment, avant de rejoindre Bordeaux-Bègles. C'est à l'époque le club athlétique Bordeaux-Bègles Gironde. Tu rejoins ensuite Montpellier, puis Dax, et c'est là-bas en terre landaise que ta carrière prend un nouveau tournant. On est en 2006, Dax est en Pro D2, et tu vas être un artisan de la montée en Top 14. Tu vas découvrir ce championnat et puis tout s'accélère puisque pour la saison 2007-2008, grâce au très bon début de saison d'Aqua, tu es appelé en bleu. Tu découvres le 15 de France à l'occasion du tournoi Destination 2008. Si je te dis 994, tu me dis quoi ? C'est mon numéro d'international, non ? Exactement. J'allais dire c'est son numéro d'écrou, mais je trouvais ça bizarre. J'avais écrit, j'ai réussi à te coller, mais non. En fait, tu es le 994e joueur à évoluer dans le 15 de France. Deux sélections, elles sont là en ouverture pour titulaire pour affronter l'Écosse et une entrée de jeu lors du deuxième match face à l'Irlande et une blessure
On en parlera plus tard dans cette émission. L'aventure Dax s'arrête à la fin de saison 2008-2009 et logiquement, après Montpellier, après Bordeaux, après Dax, tu rejoins le Munster. J'ai regardé sur le groupe de 40 joueurs, il y a 33 Irlandais, 4 Néo-Zélandais, 2 Sud-Africains et toi. Tu comprenais quelque chose avec leur accent chelou là, irlandais ou pas? Écoute, c'est ça, mais je parlais pas un mot anglais, donc. Même si tu parlais anglais, peut-être j'ai que appris tu l'irlandais finalement, j'ai pas appris l'anglais. Donc là, tu parles avec l'accent irlandais. Je parle mieux et quand je parle effectivement, surtout après l'Irlande, je parlais avec un petit accent irlandais. Ah ouais, peut-être qu'on le testera Pierre après sur l'accent irlandais. Sur le quiz notamment, on sait pas, c'est en fin d'émission. Une demi-finale de championnat, une demi-finale de Coupe d'Europe. Vous êtes battu par Biarritz et après ça vient la grande aventure, le Racing 92. Là-bas, tu y joues 150 matchs, 6668 minutes. Ouais, j'ai tout compté de tous tes matchs. Tu grandis en tant que joueur et en tant qu'homme pendant 7 saisons. Tu rencontres ta femme, si j'ai des bonnes infos là-bas aussi au Racing. Bref, le grand amour, le feu d'artifice en 2016 avec une finale de Coupe d'Europe et surtout le titre en top 14 en finale face à Toulon. Puis un dernier défi à Brive pour terminer ton immense carrière. Et là, il n'y a pas de blague. Bravo, merci Ilia. On a retracé à peu près tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ce portrait signé Ilia Grandjean? Non, il n'y a pas grand-chose. Non. Mes parents de Brive, c'est pas bien parce que toi, Brive, c'était un rêve d'enfant en fait de jouer à Brive. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'être contacté par Brive. Bah, moi, j'ai kiffé Brive dans les années Moscato, même après quand on était champion. Et c'est vrai que quand j'ai été contacté, finalement, je devais arrêter. Et, tu t'es redit, allez, et le challenge était trop bon pour refuser. Avant de revenir point par point, et avec Dax, avec le Munster, avec le Racing, Stan, quelle image tu gardes de Julien Brugnaut en tant que fan du Racing? C'est un joueur un peu atypique parce que c'est peut-être un des plus sympathiques et accessibles au niveau professionnel, quoi. Ouais, c'est ça que je retiendrai de Julien, c'est quelqu'un d'humainement très sympathique, mais vraiment quelqu'un qui a un très bon fond, quelqu'un qui vraiment m'a marqué, que j'ai pu côtoyer quelque part, parce que pour la petite histoire, mon père a travaillé au Racing pendant cette période-là, enfin de 2012 à 2016, et donc on a rencontré Julien, et Julien est sur le terrain et quelqu'un d'extraordinaire, et aussi en dehors, donc vraiment t'es une légende. Bon tu vois, ça y est, t'es arrivé. Le début d'émission est pas mal. Ça commence bien, ouais. Ouais, attends les questions après. T'arrives à Dax, donc pour reprendre le chemin, tu nais à Lille, puis tu es formé à Montpellier, tu arrives à Dax, t'es quand même pas le plus gros budget de Pro D2, ça reste un club Non, mais c'est pas un nain. C'est pas l'argent qui m'a fait à la Dax. Si tu veux la petite histoire, parce qu'on va raconter des petites histoires. En fait, je suis en indélicatesse à Montpellier parce que j'ai été blessé quasiment toute la saison. Et puis, on part en vacances avec les joueurs et Marc Lévremont m'appelle. Je me rappelle, je suis sur la plage à Punta Cana. Il m'appelle, donc il me dit qu'il est intéressé. Et la discussion, parce qu'à l'époque, les forfaits coûtaient cher, donc a été très courte. Et je lui dis, est-ce que les filles là-bas aiment le rugbyman? Parce qu'à l'époque, Montpellier, le rugby n'était pas très développé. Il me dit oui. Je dis, écoute, c'est bon, je viens. Tu parles de Marc Lévremont. Tu parles de Marc Lièvremont, donc c'est le coach de l'équipe. On parle souvent d'une bande de copains, mais ce que ça dégage, c'est que c'est un peu le cas à Dax. Ça donne des choses un peu hors normes, comme cette montée inattendue. On se replonge dans la période dacoise. N'hésite pas à chaque plays à nous raconter un peu. Donc là, c'est face à Clermont. Vous êtes déjà remonté, mais c'est pour illustrer un peu cette génération-là. Tu te rappelles de cette montée, de cette période, de ce match-là? Je me rappelle plus de la Pro D2 que du top 14. Top 14, on était vraiment le petit poussé. C'était une saison qui avait été difficile, parce qu'il me semble qu'on se sauve sur tapis vert ouais, tout à fait. La première saison. Après, on n'avait pas les armes, tu l'as dit très bien dit. Économiquement parlant, Dax, c'était une petite équipe. On avait des bons joueurs. Mais je l'ai découvert par la suite quand je suis parti au Munster, on avait une formule d'entraînement qui était très très amateur en fait. Donc en fait on était déconnecté par rapport aux autres clubs, mais c'était encore une époque où le top 14, il y avait les grosses équipes et les petites équipes qui se bataillent entre eux. Aujourd'hui c'est plus le cas, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a une densité énorme qui fait que... Donc on était capable de faire des coups d'éclat, on a été capable de battre, d'avoir des matchs intéressants, mais c'est surtout la saison de Pro D2 où, comme tu dis, j'avais rejoint un groupe majoritairement composé de jeunes, entouré par, à l'époque, le capitaine c'était Rudolf Berek, c'était un vieux de la vieille qui avait toujours connu Dax, Yves Pedrosa, il y avait quelques anciens qui... Et l'alchimie, elle a pris quasiment de suite. Ouais. Justement, en parlant de Dax, on l'a dit tout à l'heure, c'est là où tu passes un cap dans ta carrière finalement. Derrière, il y a l'équipe de France et tout ça. Qu'est-ce qui te fait passer un cap à Dax? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est le groupe? Est-ce qu'il y a un déclic dans ta tête? Tu prends conscience de ton potentiel? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes justement ce cap et que tu deviennes un international?
C'est un ensemble de choses en fait. Je sors d'une année frustrante à Montpellier où je me sentais physiquement en fait prêt pour en fait en découdre avec, pour jouer. Bon voilà, j'étais pas dans les papiers et j'arrive, on me fait confiance, je tombe sur un groupe qui est incroyable, des joueurs que moi j'ai toujours joué mieux quand j'aimais mes partenaires. Et à Dax, franchement, j'ai pas un mec à qui ça s'est mal passé, donc je kiffe, je joue, on me fait confiance. J'ai un coach que j'adore, Marc Lévremont, j'adorais son discours. Et puis les résultats fait que. Et puis l'année d'après, donc en plus, il misait sur mon point fort qui était plutôt la mêlée que le jeu. À l'époque, encore, on demandait aux piliers d'être bon sur ce secteur-là. Et du coup, en fait, ça arrive on monte, on va au Stade Français, parce que c'est ce match qui a fait que. On va au Stade Français, on fait une énorme performance, notamment en mêlée. On perd le match, je crois, de peu. Je crois qu'on perd 17-12 sur une interception d'Arias. Et derrière ça, en fait, je me rappelle, c'est Bernard Laporte qui passe dans les vestiaires, qui me salue, et puis ça avait marqué les esprits. On va revenir sur cette période de convocation en équipe de France, ton passage en bleu, forcément, on va en parler dans quelques secondes. Stan, en parallèle, c'est aussi l'époque où le Racing est en Pro D2. Tu es jeune, on va pas donner ton année de naissance, mais tu es jeune. Est-ce que malgré tout, tu as des souvenirs de cette époque Racing Pro D2 avec l'arrivée de Jackie Lorenzetti, avec toute cette période où c'était pas encore le grand Racing? C'était une période où j'étais pas du tout dans le rugby. En fait, j'étais petit, hein, je sais pas quel âge j'avais à cette époque-là, mais en tout cas, j'étais très très jeune. T'avais pas 10 ans. Ouais. Non, mais on va dire que c'est en 2012 que tout s'est déclenché parce que c'est l'année où j'ai découvert le rugby et c'est l'année où j'ai découvert en même temps le Racing. Donc forcément, c'est là où tout a commencé. Donc j'ai pas connu le Racing de l'époque de Pro D2. Le Racing moyen, club de Pro D2. Voilà, t'as été épargné de cette période-là. Le Racing, moi, quand je jouais contre eux, il y avait 50 supporters à Cologne. C'était pas top. Mais il y a eu Toulon aussi à une époque où le stade n'était pas plein en Pro D2 avant l'arrivée de Mourad. Toulon aussi, à l'époque, il y a encore du grillage à Mayol. C'était pas la folie, c'était après les grandes années. Il y avait eu, le soufflet était retombé en tout cas. Ouais, tout à fait. La Pro D2, championnat extraordinaire que j'ai eu le plaisir de suivre quelques années pour Eurosport. Cette montée, donc tu vas monter en top 14 avec cette équipe d'Aqua. Ça va aussi signer le départ de Marc Lièvremont pour le 15 de France. À cette époque-là, tu comprends pourquoi Marc Lièvremont se retrouve à la tête des Bleus. C'est un peu la surprise générale parce qu'il était en concurrence avec des grands coachs comme Guy Novès, Philippe Saint-André, déjà Fabien Galtier qui était dans les petits papiers potentiels. Pourquoi Marc Lièvremont, après toi, devient sélectionneur? De toi à moi, je trouvais que c'était un super coach, donc il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. Après, il y avait une certaine continuité, parce que je crois que quelques années avant, il était chez les U20. Il était chez les U21 à l'époque. Ils sont champions du monde à Clermont, avec la génération Ouedraogo. Ils avaient une belle génération, Boxis, Sampere, il y en avait un paquet. Donc en fait, il y avait une certaine continuité. Puis il y avait aussi, comment il s'appelle, Didier Retière, qui était toujours dans le côté fédéral. Donc je pense que le duo s'est recomposé pour arriver à l'équipe de France, mais ça avait été dur. Ça avait été dur parce que, comme je t'ai dit, on y a cru, on a vécu vraiment une année humaine très très forte avec Marc, et même ses adjoints, mais il y avait une blessure. Et finalement, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la Coupe du Monde, c'était en 2007. Et on avait eu beaucoup de temps de pré-saison. Ça nous avait permis de digérer. Je pense que si la saison avait rattaqué de suite, ça aurait été plus dur à accepter, entre guillemets. Accepter, ouais. Juste, Pierre, si je peux me permettre, qu'est-ce que tu aimais dans son discours? Avant, tu as dit, c'est un discours quel j'adhérais. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, comme je vous ai dit, moi je jouais. Le rugby, c'est pas naturel chez moi. J'ai découvert le rugby par comment ça s'appelle, par des potes, par des amis, par la découverte. En fait, je me suis fait virer de tous les autres sports que j'ai fait. Non mais c'est vrai, j'ai fait du foot, au bout de 3 mois je me suis fait virer. À la limite le judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait 4 cours, le mec il m'a dit c'est pas la peine de le ramener. Pourquoi? Donc le rugby, je suis arrivé dans un... En fait, tu te faisais virer parce que t'étais trop turbulent ou parce que... Turbulent parce que pas à ma place, quoi. Ouais. Et en fait, c'était un prof de sport du Sud-Ouest, Joris Vincent, je me rappelle encore, qui était dans mon collège à Lille et qui m'a dit mais viens avec nous. Et en fait, j'ai découvert un endroit où je me sentais bien, où j'étais utile. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça s'est fait comme ça à Libourne. Et ça s'est toujours fait comme ça. Et ça m'a toujours été mon leitmotiv. Je suis pas animé, du moins au départ, par le rugby. C'était le plaisir, en tout cas, de mettre dans les bonnes dispositions mon équipe et mes partenaires. Et en fait, Marc Lévremont, il avait un discours qui était totalement sur cette ligne-là. Et
des fois, quand je le décris, je dis que c'est un homme à homme. Sans orientation sexuelle, mais c'est quelqu'un, en fait, t'as envie de lui plaire. T'as envie que ton entraîneur, il soit fier de toi en permanence. Ma motivation à l'époque, elle était sur mes partenaires et sur mon entraîneur, et c'est vrai qu'il avait un discours qui était juste ce qu'il fallait, c'était la bonne onde que je devais recevoir pour donner le meilleur de moi-même. Et quand il arrive en équipe de France, ce discours change pas beaucoup, c'est celui sur le plaisir, le fait de jouer, de doser. C'est exactement pour ça que je joue au rugby, et c'est vrai que quand il y a eu des périodes, bon après moi j'ai été plus en équipe de France, où il a été critiqué, ça m'a blessé pour lui, parce que franchement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. La saison de Dax en top 14 est compliquée, vous prenez quelques grosses roustes, dont le terrible 95-7 à Clermont. Faut dire qu'à l'époque, Clermont, ça fait flipper. On va se replonger quand même dans les merveilles clermontoises de l'époque, c'est face à Perpignan. Le top 14, c'est aussi un apprentissage parfois un peu douloureux. Ouais, après c'était une écurie qui était eux ils étaient au-dessus. Il y avait l'émergence de Nalaga, parce que c'est l'année où Nalaga a explosé. C'était un ovni, Non, puis en plus, pour remettre le contexte, c'était fin de saison à Clermont, parce que c'est vrai que le score est lourd, mais c'était fin de saison. Il y avait, sans dénigrer à mes partenaires, mais on avait envoyé une équipe entre guillemets remaniée, il n'y avait plus rien à jouer, il y avait beaucoup de blessés, parce qu'une saison top 14 quand t'es un jeune groupe, c'est dur. Donc c'est vrai que tout ça faisant qu'il y avait eu un gros score. Mais j'ai pris pire. Avec Montpellier, on a pris une énorme tôle aussi au Stade Français aussi, avec un des essais les plus rapides sur un coup d'envoi. Si tu veux ça commence bien. Des tôles à l'époque t'en prenais, parce qu'il y avait une telle différence de niveau entre les équipes, c'était. Alors, j'ai pas du tout la même carrière que Julien Brugnot, vous vous en doutez, mais j'ai le souvenir d'avoir pris un 135-0 à Massy. Bon, j'ai jamais passé le 100. C'est long, je vais pas te mentir, c'est long. Tu te fais marcher sur la gueule pendant 1h30, c'est chiant. J'ai pas aimé. J'ai testé pour vous, j'ai pas aimé. Le top 14, là, quand tu le découvres, est-ce que tu vois vraiment une différence sur le physique, sur l'impact, est-ce que tu te sens petit ou finalement la différence avec la Pro D2, elle est pas si gigantesque, elle est pas individuellement. Ouais, même qu'est-ce que tu prends personnellement, physiquement, j'avais pas de différence, parce qu'à l'époque la Pro D2 était dure, était un peu plus roublarde, parce que c'était souvent en plus. C'était un peu plus feutré en top 14 et un peu plus roublarde en Pro D2, donc non, physiquement pas de différence, je me sentais pas en danger, je me sentais même à mon avantage. Après c'est dans la vitesse, dans la précision, dans le détail, et c'est ce que j'ai découvert par la suite en Irlande. Les clés de la réussite, c'est le détail, c'est la concentration, c'est des qualités en fait finalement mentales ou intellectuelles qu'il faut avoir pour le top 14. Et je pense que malheureusement avec Dax on avait on avait un groupe qui était bien ensemble, qui vivait bien, mais on avait nos limites. Puis la formule d'entraînement, on avait un système limite. Maintenant je te reparlerai des semaines d'entraînement, c'était amateur. On était amateur face à des équipes professionnelles. Stan, je t'oublie pas, mais on va aborder un moment important quand même. Et puis là, à cette époque-là, tu es encore tout petit. Les souvenirs sont pas immenses. Collectivement, on l'a dit, c'est pas forcément facile avec Dax. Individuellement, ça se passe en revanche très très bien. Parce que c'est un truc de fou. En février 2008, tu es appelé en équipe de France. Ouais. Est-ce que tu te souviens de comment ça se passe? Un coup de téléphone, maintenant, il y a notification. Le temps est passé, parce que normalement, Marc Lévremont, bien sûr, avec ma relation, il m'appelle. J'étais hyper heureux. Après, c'est marrant que tu me parles de ça, parce que c'est des bons et c'est des moins bons souvenirs. Là, on va l'évoquer. C'est des bons souvenirs parce que t'as la fierté d'aller en équipe de France. Après, c'est des moins bons souvenirs dans le sens où, et au-delà de la performance qu'il y avait eu contre l'Irlande, mais c'est la pression médiatique. En fait, je découvre tout ça. Ouais. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des stars devant moi. Enfin, nous à l'époque, quand il y a Thomas Lévremont qui prend la lumière. Et moi, ça me va très bien. Avant, il y avait les capitaines. J'ai toujours été un peu dans l'ombre et ça m'allait très bien. Vivons heureux, vivons cachés, toi. Et là, tu découvres ça. Tu découvres des entraînements pro. C'est-à-dire que, en fait, tous les jours, j'étais à 120, 130% de ce que j'avais l'habitude de produire. Après, ça se fait facilement parce que quand tu es entouré de top players, finalement, tu as juste à mettre ton petit ingrédient à toi. Tu n'as pas à en mettre plus. Mais c'était 50-50. Tu t'es pas senti dans ton monde, en fait exactement. Ouais. À la conf de presse, je sais pas si un jour on peut. Maintenant, je suis un peu plus habitué. La télé, ça va, il y a la distance. La presse écrite, radio. Ça va. La radio, c'est particulier. Ouais, t'es assis sur une chaise, t'as une dizaine de personnes autour de toi. Le micro, c'est presque dur. intime. C'est dur. Ouais, c'est dur.
Rapidement, tes concurrents à l'époque se nomment Poux, Barcela, Domingo, Emanueli, Fort. Tes qualités, c'est vraiment la mêlée. Pourtant, tes premiers matchs sont délicats. Tu l'as dit, la pression médiatique. Didier Retire te défend publiquement, mais la presse est dure. Le middle titre après ton deuxième match. Brugno sauvé des eaux quand tu es reconduit pour le troisième match. Et là, tu dois enchaîner face à l'Angleterre, mais tu te blesses. Est-ce que cette blessure, c'est un tournant dans ta carrière internationale ? Non, enfin oui, c'est un tournant, parce que du coup, après, j'ai pas été rappelé. Après, il y a eu la tournée en Australie de mémoire, et je suis pas rappelé. Tu sais qu'à ce moment-là, le train est passé ? Je vais te le raconter différemment. C'est-à-dire que normalement, je dois être remplaçant au premier match de l'Écosse. Et je crois que c'est Poux qui se blesse. Non, c'est Poux qui se blesse. Donc on est en chambre ensemble. Et Marc Lévremont vient dans la chambre. Et puis il en parle. Et il me dit, est-ce que tu veux jouer titulaire à droite ? Ou parce qu'à l'époque, il y avait un remplaçant. Tu veux jouer titulaire à droite ou remplaçant à gauche ? Bon, moi, comme que je dis, ok, on fait pour à droite. J'avais joué à droite. Donc je joue à droite, ça se passe. C'est pas le meilleur match de ma vie, mais ça se passe, notamment pour un poste que j'avais pas l'habitude de jouer. Et donc ils étaient contents de ma performance dans le jeu. Ils me disent, écoute, le week-end prochain, tu rebascules le remplaçant à gauche, tu rentreras à gauche, etc. Et là, toute la semaine, je me dis, putain, mon point fort, c'est la mêlée, faut que je rentre, faut que je casse tout. Et j'ai fait la plus grosse erreur, mais qui m'a servi par la suite, c'est que j'ai joué ma mêlée seule. Individuel, c'est-à-dire j'ai voulu à tout prix expliquer à tout le monde qui j'étais, et puis finalement je suis passé totalement à côté. Ça a été un peu un traumatisme. Ça a duré jusqu'à un jour où je suis dans le vestiaire avec John Ace, mon bourreau du jour, et un jour on était tranquille, on discutait, et puis j'ai dit, tu sais, moi je l'ai eu dur ce jour-là. Enfin, ça m'a fait mal à la tête, même après sur la suite à Dax, ça m'avait miné. Et il a regardé. Qu'est-ce qui t'avait miné ? Le fait d'avoir perdu ton duel ou le fait d'avoir d'avoir mis toutes mes billes sur ce secteur-là et d'avoir échoué, parce que faut pas se mentir, j'avais pas été bon. Et John, il s'est levé, il a rigolé, il a dit, tu sais, j'en ai pris des branlants, mais il me dit, si je devais m'arrêter à chaque fois, et il me dit, ça fait longtemps que j'aurais arrêté ma carrière. Et de ce jour-là, ça a explosé, et c'est parti, je suis passé à autre chose, et puis j'ai enchaîné. Mais pour revenir sur l'après, je suis quelqu'un qui je prenais tout à cœur, et après le match, il y a un journaliste de l'équipe qui me demandait pas son nom, parce que je me rappellerai pas, mais qui m'interviewe donc en... Pierre Amiche. Non, j'étais trop jeune encore à l'époque. Et qui m'interviewe et je me dézingue, mais je me saccage. Parce que je suis je vois noir. Tu te suicides devant lui, quoi. Donc lui, à la fin, il finit, il me dit, écoute, stop, je ferai pas l'article. Demain matin, je te vois à l'hôtel. Et il était venu à l'hôtel et puis on avait fait une interview. Mais j'étais très dur envers moi, à juste titre, mais je voyais pas du tout ce que j'avais pu faire de bien. Toi, à l'époque, il y avait des notations. Ouais. J'avais été noté, je crois, un truc comme 14 ou 15 sur 20, parce que le jeu, ça avait été... Enfin, il y avait ce point noir. Et effectivement, je rentre en club, je me blesse. Alors ça, c'est encore... Je me blesse à l'épaule, je me déboîte l'épaule. Parce que... Petite histoire, c'est qu'à l'époque, j'étais très costaud physiquement, mais comme j'étais un peu branleur et puis que j'avais pas... C'est étonnant, tiens. Je faisais zéro muscu. Ah oui. Okay. C'est-à-dire que le jour où j'étais voir le chirurgien pour mon épaule... C'est naturel, le physique. Ouais, mais sauf que le chirurgien m'a dit, oui, peut-être que tu faut pas faire de la muscu pour progresser, mais il faut en faire pour s'entretenir. Je faisais pas de muscu, c'est-à-dire je venais de temps en temps, je faisais les max, je dis c'est bon, je suis le meilleur, allez, c'est bon. Ouais. Et donc je me déboîte l'épaule. Donc c'est vraiment une blessure qui m'a duré un mois et demi. Et puis après, c'est là où tu vois que quand les médias se mettent sur toi... J'ai entendu que j'étais en dépression, j'ai entendu que j'étais parti, que j'étais en sevrage. Mes parents un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais t'es parti en cure de désintox. Non, j'étais juste blessé, le moral au fond des chaussettes. Bon, c'était comme ça, c'était une mauvaise période que j'ai mis du temps à digérer, mais qui m'a fait énormément de bien grâce au passage à Munster. Et après, mon départ, ça a été le Racing. Stan, cette équipe de France-là, époque Lièvremont, c'est aussi ton enfance. Quel souvenir tu as de cette équipe-là et est-ce que tu te souviens des matchs de Julien ? Honnêtement, j'étais encore très jeune. C'était à l'époque où vraiment j'étais pas encore investi dans le rugby, mais tu vois, disons que peut-être plus sur la fin du mandat de Marc Lièvremont, année 2011, qu'au début. Ouais, c'est plus 2011, mais surtout, les seuls souvenirs que j'ai de cette équipe de France, c'est de regarder les matchs durant le 6 Nations à la télé avec mon père et mon grand-père, que ce soit en Normandie ou dans le Cantal, tu vois. Mais c'est pas j'ai pas un souvenir précis, mais c'était plus l'ambiance chaleureuse qu'il y avait. En étant dans une famille vraiment passionnée par le rugby, et moi j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait, mais je regardais par mimétisme et de toute façon je pouvais rien faire d'autre. Souvent la passion c'est quelque chose qui s'attrape
par la famille. Toi, c'est ton papy et ton papa qui t'ont transmis le virus ovale. Ouais, en fait, pour la petite histoire, c'est mon grand-père qui a commencé le rugby en premier. Il a joué en universitaire. Et ensuite, en fait, ma famille du côté de mon père, c'est une famille très sportive. Tu vois, ils ont tout fait. Ils ont fait de l'équitation, de l'athlétisme. Enfin, ils ont vraiment tout fait. Et après, c'est le rugby qui est sorti un peu plus, de la cage. Donc, mon père et mon oncle, du coup, son frère, se sont mis au rugby par la suite. Et voilà, ça s'est transmis naturellement. Alors j'ai commencé le rugby c'est ça que j'allais te demander, officieusement à 5 ans, parce que mon père m'avait un peu poussé dans le club des héros en me disant allez, fais du rugby, je suis sûr que tu vas aimer. Et en fait, le coup de foudre n'a pas été immédiat. Et en fait non, parce que pour la petite histoire, il me rebalance ça à chaque fois, vraiment pour me foutre la honte limite, mais en gros, les coachs, ils me cherchaient partout parce que je sortais très souvent du terrain. Non, mais vraiment. Pour aller cueillir des fleurs, des trucs comme ça. J'allais vraiment cueillir des fleurs, mais à l'autre bout du terrain. Mais tu sais, on me retrouvait pas. Les entraîneurs, ils s'inquiétaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là et tout. C'est un romantique, Stan. C'est beau, ça. Non, mais là, tu sais, pour avoir été éducateur, souvent, les lancers de boue et les fleurs, c'est vraiment les trucs qui reviennent régulièrement, quoi. Et t'as les coachs qui ont dit à mon père, je crois qu'il aime pas trop le rugby. Il est un peu petit, quoi. Mais je suis revenu après à l'âge de 10 ans de mon plein gré. C'était pile au moment où je commençais à découvrir le rugby et le racing, et ça m'a donné envie de recommencer, mais de mon plein gré, quoi, de pas être forcé, quoi. Alors, quand t'es un peu plus âgé, c'est un peu plus facile quand même. Ilia, t'avais peut-être une question sur ce passage autour de... Non, mais après tu y as répondu. C'est ces entraînements à 120, 130%, c'est peut-être pas un bon souvenir à ce moment-là, mais derrière c'est peut-être ça aussi qui t'a formé pour ta suite de ta carrière. Totalement. Ça t'ouvre une porte. Ça t'ouvre une porte, tu te rends compte que tu peux aller plus loin et que tu peux être plus fort. La réalité du moment, c'était sur le terrain, je me sentais pas décroché par rapport à mes adversaires. Et le jour où tu t'entraînes avec eux, tu vois que tu es décroché dans la préparation. Donc en fait, ça m'a mis le chemin ça m'a donné le chemin en tout cas pour la réussite. Et c'est vrai que mon malheur, parce que quand je vais au Munster, ça te surprend, c'est que je me retrouve au chômage. Donc si tu veux, on pourra parler de pourquoi. Attends, on va le refaire, regarde, tu vas voir. Ouais. Alors ce passage en bleu, c'est la lumière soudaine. La descente avec Dax, Toulouse est sacré, et tu es au chômage. Eh oui. Pourquoi ? Comment tu te retrouves au chômage alors que t'es international ? Alors là, je vais tirer un peu, mais bon, c'est pas grave. Je me retrouve au chômage parce qu'en fait, à l'époque, j'ai quelques clubs, notamment Perpignan qui était bien à l'époque, qui se renseignent, qui me courtisent. J'avais Biarritz qui me courtise, j'avais et Bayonne. Et Bayonne, entraîné par Richard Dourte, que je côtoyais souvent parce qu'il venait souvent faire la Java à Dax. Et on l'embrasse, Richard. Oui, non, après, la famille Dourte est très installée à Dax. Et bref, il avait signé Renaud Bouillon, avec qui je te dis, c'était mon pote, on s'entendait hyper bien. Il signe Renaud, il me dit, écoute, nous, on va trouver une solution pour un des piliers qui devait partir, et on te veut. Donc je refuse Biarritz, je refuse tous les clubs, et je dis, c'est bon, je vais à Dax. Ça dure. Tu vas à Bayonne. Jusqu'à le jour, la dernière journée pour signer, il me rappelle, il me dit t'inquiète pas et tout, sauf que le lendemain j'apprends que Perugini l'a signé à Bayonne et que moi je l'ai dans le baba. Ah oui. Donc bec dans l'eau, quoi. Donc bec dans l'eau, surtout que je me retrouve au chômage. Et puis j'imagine que Dax avait prévu ton départ, puisque c'était quelque chose qui était annoncé. Donc tu pouvais pas d'un coup aller voir le président d'Aqua et dire bon, en fait, j'ai réfléchi par rapport au fait de partir, c'est bon, je reste. Non, puis après peut-être un peu d'ego, mais à l'époque j'étais encore international, enfin j'étais tout fraîchement international, j'avais des prétentions, je voulais continuer en top 14. Donc il y a une première proposition des Sharks qui s'annonce, mais c'était 3-4 mois, c'était merdique. Donc il y a Durban en Afrique du Sud. Ouais. Et Travers qui m'appelle pour Castres, pour pareil un truc de joker médical. C'était bancal et compagnie. Et un jour mon agent Miguel Fernandez, je peux lui rendre hommage parce que c'est toujours mon agent d'ailleurs, qui m'appelle et il me dit écoute, pendant un mois je me suis entraîné avec quelques amis de Dax à part, c'est très dur de s'entraîner seul. Oui. C'est parce qu'une pré-saison c'est dur collectivement, mais alors quand c'est seul c'est très dur, j'essaie de m'entretenir. Il m'appelle, courir. La course tout seul quand t'es muscu, j'avais pas trop de doute, mais c'était surtout m'entretenir en course. Non, mais courir tout seul quand t'es pilacho, c'est justement, quand même... j'étais avec un pote, Régis Rameau, on se faisait de la muscu et de la course. Et il m'appelle, il me dit écoute, rendez-vous Bordeaux. Rendez-vous à l'aéroport de Bordeaux. Il me dit rien, tout, on part, on décolle, on arrive à Cork. Et puis c'est là où là j'en ai pris plein les mirettes. 2009, c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle aventure. Tu finis la saison, il n'y a pas beaucoup de touches. Tu l'as dit, tu finis le bec dans l'eau. Mais tu trouves un club, le Munster, et clairement c'est pas n'importe quel club.
tu débarques juste chez les champions d'Europe en titre. C'est demi-finaliste. Il faut décaler, c'est des champions en 2008. Ouais, mais, donc tu débarques chez les demi-finalistes, puisqu'ils étaient demi-finalistes. J'ai la chance de débarquer dans une équipe qui est composée quasiment de l'équipe d'Irlande de l'époque, parce que maintenant c'est plutôt le Leinster qui alimente l'Irlande, mais il n'y avait que des grands joueurs. C'était, Non, alors, là c'est pas une émission de... Là il faudrait une journée entière de... Si tu veux, j'arrive, je suis accueilli, et donc je comprends vite que c'est le Munster, je suis accueilli en même temps que Jean De Villiers, qui est récemment champion du monde en 2007. On me fait visiter parce qu'à l'époque il y avait 2 centres d'entraînement, il y avait Cork et il y avait Limerick, donc c'était un peu particulier, mais bon, moi je suis à Cork. Le deal c'était que je devais discuter avec Laurie Fisher qui était l'entraîneur des avants, et lui il voulait s'assurer que je comprenne un minimum. Donc je t'ai dit que je comprends pas. Non mais écoute, ça s'annonçait compromis quand même. Moi la scène improbable, donc fatigué du voyage, un peu perdu. Déjà j'avais utilisé mon minimum d'énergie pour comprendre ce qu'il me disait autour. Et là je me retrouve 1h30 en cap à cap avec lui. Donc australien, donc un accent terrible. Encore pire. Donc en fait j'ai abusé. C'est là où tu vois le langage corporel, je l'ai utilisé un maximum, parce qu'en fait suivant comment il bougeait la tête et compagnie, je comprenais de 2-3 mots que j'arrivais à saisir. Et à la fin il va voir mon agent et je dis alors. Il me dit, c'est bon pour lui. Je dis, c'est incroyable. Je crois que j'ai dû lui dire que oui, yes, no. Donc après, derrière ça, je visite les installations et on me met en cap à cap avec Doug Howlett, l'ailier, en fait, pour que lui me vendait que j'habite à Cork. Moi, en fait, il pouvait me dire ce qu'il voulait. Déjà, je comprenais pas tout. Et en fait, j'avais en face de moi un mec que j'ai badé, quoi. Ouais. Donc, en fait, il aurait pu me dire d'aller habiter, de prendre un bateau et d'être... voilà, j'aurais fait. Ouais. Je l'aurais fait. Donc, voilà. Pour situer Doug Howlett, ailier mythique des All Blacks, parmi les meilleurs marqueurs de l'histoire des Blacks. Un des recordman, longtemps pour les All Blacks, ouais. Donc, derrière ça, je pars à Limerick, voir le grand stade. C'est lunaire, parce que, bref... On arrive, mon agent part avec discuter pilier, contrat. Limerick, c'est quand même... Je te dis, c'était 2 jours, c'était incroyable. Donc j'arrive, je crois que ça s'appelait Sean Payne, mais rien à voir avec l'acteur, mais je crois que c'était l'ancien arrière du Munster, bref, qui était manager, qui me met dans la salle de presse, c'est un cinéma, j'arrive de Dax, hein. C'est un cinéma. Il me balance la vidéo promotionnelle du club, donc en retraçant l'épopée, la création, les 3 couronnes, enfin tout ce que tu veux, les titres de 2006, de 2008. Et à la fin du film, il me dit, alors, ça te donne envie de nous rejoindre ? Mec. T'avais envie de chialer, oui. Quoi. Un peu. Pareil, toi, financièrement. On te vend le club comme ça, comme une institution pour te... Ah ouais, et puis je veux dire, je suis ressorti de là, j'avais les poils comme ça, donc on ressort de là, donc petit aussi, à Dax, je ne gagnais pas des milliers des cents, donc sauf que lui... La question financière quand même. Ouais, donc arrive la question financière, mon agent... C'est un peu particulier là-bas parce que eux étaient déjà au prélèvement à la source directement. Il me montre brut, je dis en net, hein, il me dit mais tous les mois, ok. Yes. Donc là il me dit en français, il me dit ne réagis pas. Et j'ai dit ok, très bien, je regarde, ok. Et je faisais 1x5, donc et le mec il me regarde, il me dit désolé, c'est pas la France où les contrats sont grands. Et il dit oui bon. Tant pis. Et là je dis oui. Donc, on dirait un film, vraiment on dirait. Ouais. Donc je rentre en France. Donc ça, faut que je me débarrasse de mes affaires, mes parents m'aident, etc. Et là, j'arrive. C'est vrai que ça on dirait un film. Donc là, ils me prennent l'avion, tout c'est carré. Enfin, c'est un grand club. C'est un grand club. Voilà. C'est ce que maintenant les clubs français essayent d'être. Eux, c'est cadré. J'avais un manager qui me gère tout mon voyage, donc j'arrive. Sauf que moi, je loupe l'avion. J'arrive en retard, je loupe l'avion de Dublin à Cork. Donc le soir, il pleut. Très rarement en Irlande, mais il pleut, il fait noir. Donc j'appelle mon agent, je parle pas un mot anglais, donc s'il m'appelle, je suis mort, je peux pas communiquer avec lui, donc il me t'inquiète pas, ils t'ont réservé une voiture, GPS, il me dit oui GPS, parce qu'à l'époque il y avait pas de Waze, hein. Donc feu, donc je monte dans la voiture, donc déjà de l'autre côté du volant, je suis un peu je pars, je quitte l'aéroport, le GPS, ce compte GPS, il me mettait sur l'autoroute, à chaque fois il me disait de tourner à gauche, parce que oui tu sors à gauche, parce que l'autoroute était nouvelle. Ah donc le GPS il calculait pas le truc quoi, ok. C'est long. Dublin Cork, c'est quoi? Attends, je me fais arrêter par les flics parce que pour moi, c'était des miles. Donc, je roulais à très vite.
Donc le flic comprend très vite, puis je pense qu'il avait pas envie de s'emmerder avec un mec qui parlait pas anglais. Voilà, donc je comprends j'ai bien compris qu'il fallait rouler plus doucement. J'arrive, tant bien que mal, à l'hôtel, à Cork. Donc là, il m'explique, chambre, etc. Je comprends rien, et je comprends juste que demain, à telle heure, il faut que je sois devant l'hôtel. Et là, le premier qui vient me chercher, c'est Ronan O'Gara, avec sa belle Mercedes. Et puis il m'amène à l'entraînement, il s'occupe de moi, il me ramène. Le lendemain, j'ai Donoka O'Callaghan. Et puis en fait, les mecs... Il se relaie pour te découvrir un peu. Parce que c'était des joueurs qui parlaient un petit peu français. Donc Ronan parlait déjà un petit peu français. Et donc il m'accompagne, ça dure une semaine parce qu'après on part en stage. Et on part en stage et là-bas, en fait, comme j'étais en retard physiquement par rapport aux autres, même si j'avais fait la prépa, j'aurais été en retard. Donc, je faisais la journée en fait d'entraînement normal, c'était usant mentalement. Parce qu'il faut essayer de comprendre. Alors je suivais. Je te dis, au bout d'un moment, tu te fais pas chier, tu suis. Et le soir, j'avais physique en plus. Et le soir, la petite histoire, t'avais des mecs qui venaient faire des séances de physique avec moi pour m'accompagner. Donc le début, non, mais dès que j'étais un peu dans le dur, ils faisaient Donoka O'Callaghan, qui est... le deuxième ligne. Il est hallucinant de bienveillance et qui faisait avec moi, ouais. Puis après, ça a été une année où j'étais au début le jouet un peu de tous, parce que pour moi, j'étais le seul français. J'étais le premier français à l'époque, du championnat d'ailleurs aussi. Et donc j'étais un peu le jouet, j'étais un peu l'attraction. Mais je me suis pas renfermé sur moi-même. J'étais voir les autres. Si, il y a Miko Driscoll qui avait joué à Perpignan. Ouais. Qui s'est occupé de moi toute l'année, mais qui m'a dit dès le départ, en français, très bon français, il m'a dit « Je ne te parlerai jamais en français, à part pour les choses très importantes. » Donc en fait, il m'a laissé me démerder, et puis en fait, au bout de moment, tu parles un peu. Tu parles un peu anglais, et puis ça se passe bien. Est-ce que j'avais prévu une question, mais tu as tout raconté parfaitement, donc non, je voulais savoir comment ça s'était passé pour t'en arriver au Munster, donc c'est raconté, mais est-ce que tu as vu une différence avec le top 14 ? Que ça soit impact physique ou plus de jeu justement ou plus de rigueur, j'ai l'impression que là de ce que tu nous racontes c'est une grosse machine aussi. Est-ce que ça l'était aussi pour les entraînements ? Ouais, en fait t'as dit plein de choses là. C'est la première des choses, déjà je te racontais la première fois j'ai vu Paul O'Connell. Donc Paul O'Connell, à chaque fois que je l'ai vu... Capitaine mythique du Munster. Voilà, puis pour monument moi... absolu. En France, on a des beaux gabarits, toi. Mais je m'attendais à avoir un mec de 2m30, 150 kg, puis un monstre. En fait, j'ai un mec lambda qui m'arrive devant, mais impressionné. En fait, j'ai compris très très vite pourquoi c'était ce joueur. Tout ce qui est fait, c'est fait à 200%. C'est millimétré, il n'y a pas de repos, les mecs sont cadrés, c'est clair, c'est dans le détail, c'est pro. Toi, il y a un premier déplacement, je crois, un des premiers matchs où je suis titulaire. Il y a Ronan on faisait des lancements de jeu sur réception de coups d'envoi, et après il y avait 3 temps de jeu établis. Et puis moi, le chemin le plus court, c'est tout droit. Donc c'est très français dans ma démarche. Il stoppe, il repart, il me dit non, il m'accompagne en marchant. Et il te fait faire ta course. Ça, ok. Donc je comprends qu'il faut que je fasse plus l'effort. À 1 mètre près, c'est pas bon. Stop, on refait. Et en fait, c'est ça que j'ai appris là-bas. J'ai appris le sens du travail. J'ai appris là-bas, c'est une phrase qu'ils avaient, il faut pas de talent pour être travailleur. Là, tu le prends en pleine gueule. Tout est dans le détail, tout est dans le... Et ça, tu penses qu'il n'y avait pas dans d'autres clubs de top 14 ? Peut-être qu'il n'y avait pas... De ceux que je connaissais, moi. Ouais. Parce que je te parle moi, je peux pas te parler de Toulouse, qui était à l'époque des grands clubs, ou Clermont, ou ça. Moi, je te parle de ce que moi j'ai connu. Et il y avait un delta entre Dax et le Munster qui était Parce que dans d'autres sports, on le dit, qu'en France, on a moins cette rigueur à l'entraînement. Ouais, je pense à la Ligue 1 par rapport à... Et puis le Munster, c'est très particulier aussi, parce que c'est un des rares publics qui se lève sur des groupes pénétrants, parce que c'est l'art de la guerre. Le jeu d'avant était très important. D'ailleurs, on travaillait énormément. Et donc, c'est millimétré. Justement... pour finir avec ce cycle Munster, tu vas jouer avec des monstres, tu l'as dit, Ronan O'Gara, Paul O'Connell, mais en première ligne, tu as la première ligne d'Irlande. John Hayes, il y avait Flannery qui finissait, Oran, David Wallace, Doug Olette. De Buckley, parce qu'à l'époque, oui, bien sûr, c'était tout cela. Tout de suite, au niveau, tu l'as dit, des infrastructures, de la rigueur, il y a aussi beaucoup de talent. Tu franchis une marche énorme de ce point de vue-là. C'est pas le talent comme tu l'as... Toi, on regarde, il y en a des exemples à donner, parce qu'un jour, je suis interviewé, il y a Canal qui vient, et donc on va au stade de Musgrave Park à Cork, on est dans les tribunes, on fait l'interview, et puis pendant quasiment 2 heures, je vois l'entraînement buteur de Ronan O'Gara.
c'est pas de talent. C'est-à-dire que Ronan, il commence par des gammes de jeu au pied sur 10 mètres, pam, pam. Pendant 2 heures, il tape au pied. C'est-à-dire que le week-end, tu peux te dire, il est talentueux. Non, en fait, c'est un travail du travail. De fou Jerry Flannery, en fait, en France, on a un vivier qui est tellement grand qu'en fait, tu peux prendre des talents parce qu'en fait, t'en auras d'autres au pire. Là-bas, l'Irlande, il y a moins de joueurs. Il y a 4 millions d'habitants. Ouais. Le rugby n'est pas le premier sport. C'est le hurling, le football gaélique. Et après, le rugby, encore, je crois que s'ils arrivent à avoir des bonnes équipes, c'est parce qu'il est professionnel, ce sport. Les autres ne le sont pas. Donc, en fait, c'est le travail. Et tous travaillent. T'as pas derrière des mecs qui ont un truc en plus. C'est juste qu'ils sont bons au bon moment et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir ces qualités. Pour faire un parallèle, l'équivalent du Munster pour les amis footballeurs, ce serait le Bayern Munich ou une institution comme ça. Qu'est-ce que ça suscite chez toi, le Munster ? Tous les amoureux du rugby, on a toujours un petit frisson quand on parle de cette équipe-là. C'est une équipe très rude, surtout en fait. C'est vraiment la première image qui me vient en tête quand tu me parles du Munster. C'est les grands joueurs, comme tu l'as dit, O'Connell, O'Gara, tu vois, c'est des légendes, mais surtout c'est vraiment une équipe. Je pense pour moi, c'est l'équipe, la seule équipe parmi les 4 grosses équipes irlandaises qui me fout le plus de frissons, tu vois. Ouais, il y a l'ambiance aussi, ouais, du Munster, Limerick. Je pense que, sincèrement, je rêverais de découvrir le stade de Limerick, tu vois. Thomond Park, je t'avoue que moi, c'est un de mes kiffs que j'ai envie de vivre dans ma vie. Je sais pas, Julien, t'as dû le vivre, mais ça doit te booster, quoi. J'ai le temps, la petite histoire encore. Bien sûr, on est là pour ça. Déjà, t'as 2 stades. À l'époque, t'avais Musgrave Park qui était, t'avais les matchs, entre une dizaine de matchs dans l'année de championnat qui étaient joués là-bas. C'est incroyable. T'as une tribune qui doit couvrir 500 personnes et t'as 10 000 places. Mais les donc gens c'est qui du pesage pleuvent ou qui pleuvent. Ouais. Non, c'est des tribunes, mais pas protégées. Pluie ou pas pluie. Comme je t'ai dit, il pleut pas beaucoup en Irlande. Comme au Pays Basque. Et Thomond Park. Thomond Park, donc c'est un stade qui a été construit par rapport à l'apparition de la Coupe d'Europe dans les dents, enfin pour avoir de l'affluence. Thomond Park, c'est The Field of Atari. Toi, c'est ce champ qui est, ou alors il y a Stand Up and Fight, mais Stand Up and Fight, un jour, les frissons. Un jour, en poule de Coupe d'Europe, on avait Northampton. Match aller, on perd là-bas. Match retour, ça se passe très mal. On doit gagner ce match à tout prix pour être qualifié. Il y a Paul O'Connell qui prend un carton jaune, qui met dans la merde. À ce moment-là, t'es pas bien emmêlé. Il se passe plein de ce match est terrible. Et en fait, on les rechoppe en quart de finale. Enfin, je crois qu'à l'époque, c'était quart de finale le premier. Et au moment de rentrer, donc moi, j'étais remplaçant. L'équipe rentre de Northampton. Le stade est dans le noir. Et là, tu as l'écran géant avec le logo du Munster qui faisait comme le cœur. Mais au-delà du temps, toi, c'est-à-dire, je pense même qu'ils ont dû prendre une amende. Bah oui, parce que c'est très protocolaire. Et l'équipe titulaire donc rentre, les joueurs rentrent. Et là, un bruit tellement. C'est la seule fois de ma vie. J'ai entendu un bruit tellement fort que ça m'a saturé les oreilles. C'était horrible. Et tout le match, ils ont chanté, mais à avoir des frissons. Tu rentres, en fait. Tu rentres, t'as même pas besoin de te chauffer. Tu rentres dans le match, c'est facile. C'est bouillant, quoi. Ah, et c'est vraiment particulier, toi. Je m'étais, comme il l'a dit, j'aime bien aller voir pas que les joueurs, mais les gens aussi du. Et je m'étais fait ami avec le gardien du stade, enfin un des mecs, un des responsables. Et un jour, je joue pas, et il me dit, viens, je vais te montrer le stade de différentes manières, notamment cette grande tribune. Et c'est pareil, le public vient et quitte le stade à une vitesse que tu ne peux pas halluciner. Enfin, c'est un peuple qui est particulier. Ils te quittent le stade en 2 minutes. Bon, après, ils sont exigeants dans le. Tu sais où ils vont après. Tu peux faire siffler tout ça ou pas trop? Est-ce qu'ils sont exigeants aussi avec les joueurs alors j'imagine pour qu'ils se donnent à 100%, évidemment. Non, mais l'exigence, en fait, c'est le combat. Voilà. Si tu as ça, si tu t'envoies, ils seront toujours derrière toi. Ouais. Toi, j'y suis retourné pour finir sur le Munster, mais pour finir. Quand à la fin tu pars, donc j'ai signé 2 ans, je coupe au bout d'une année pour X raisons parce que le Racing me voulait, etc. Petite cérémonie à la fin de l'année, et le mec te remet un maillot et te dit Munster un jour, Munster toujours. On me l'a dit plein de fois. Pas un Munster, mais d'autres équipes. Je reviens quelques années après avec le Racing, et écoute, t'es accueilli comme si c'était un fils. J'ai joué qu'une année, et puis j'ai fait 14 ou 15 matchs. J'étais pas l'emblème du. Et à chaque fois que j'ai rejoué, ça s'est toujours bien passé. Toi, Simon Zebo est venu au Racing, Donaka Ryan est venu au Racing. Il y a quelque chose.
Et c'est vrai que c'est un truc de ouf. Hein, c'est Limerick, juste pour finir sur cet magnifique épisode du Munster, les armoiries de la ville, c'est une ville ancienne bien versée dans les arts de la guerre. C'est-à-dire que c'est ancré dans leur identité la plus profonde. Donc j'imagine que quand tu joues pilier et que tu te retrouves au Munster, dans cette ambiance-là, avec ces triggers, ce travail, forcément ça ouvre des portes aussi. Ça va être le cas puisque tu fais une saison au Munster, la carte de visite tout de suite elle prend un petit peu d'allure, hein. Et ça va séduire un club en pleine expansion, c'est le Racing, les Ciel et Blancs qui viennent de connaître une aventure extraordinaire qui s'est terminée en barrage sur la pelouse du futur champion de France. C'est donc Morgan Parra et son jeu au pied qui vont mettre un terme à cette histoire naissante. C'est l'année du drop de Stein, non ? C'est l'année du drop, oui. De 55 mètres. Ouais, c'est ça. Un coup de fusil, la grosse Bertha qui avait fait parler la puissance. D'ailleurs, on le voit dans l'embut. Morgan Parra qui avait des cheveux, qui était jeune, qui était beau. Il est toujours beau, mais il a moins de cheveux, c'est tout. Moi, je peux me permettre, capillairement, je suis irréprochable. Je veux dire, j'ai plein de défauts physiques, mais capillairement, je suis intouchable. Ouais. Non, si tu voulais dire. Non, vas-y. C'était sur les cheveux. Parce que sinon, je te squeeze les questions et puis après. Ouais, c'est vrai. Après, je suis perdu. Tu vas te lâcher sur les questions. Il est payé pour rien. Comment ça, t'es pas payé ? Comment ça ? J'ai eu un verre d'eau. Gratuit. Si tu peux le raconter, pourquoi tu pars du Munster ? Tu dis que ça part un peu plus tôt. C'est quoi ? C'est la bouffe ? T'en avais marre de la bouffe irlandaise On va prendre. Alors, comme vous l'aurez bien compris, l'Irlande, mon passage même d'une année ou même de 10 mois, m'a énormément marqué dans ma vie. Donc, pourquoi je pars du Munster ? Tout est carré. On part en stage à Lanzarote au mois de janvier. Et le Racing avait déjà appelé plusieurs fois. Mon agent m'avait contacté, etc. Sauf que moi, le Racing, j'avais déjà refusé 2 fois. C'était d'autres circonstances. Je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait le Jackie Lorenzetti, etc. Et un jour, donc, on est en stage à Lanzarote et je suis convoqué par Tony Magan, qui était le manager et le head coach. Et je suis reçu dans une salle et en fait, ils m'ont fait une analyse totale du Racing. Donc, c'est-à-dire, ils m'ont expliqué Jackie Lorenzetti qui était. Ils ont récupéré, je sais pas comment, des projets du stade, du centre d'entraînement. Ils avaient les statistiques, Munster, les joueurs, le Munster qui s'est renseigné sur le. Et à l'époque, j'avais 26, 27. Enfin, j'étais dans la fleur de l'âge, entre guillemets. Bonne période pour un pilier. Donc, Tony Magan, on finit la réunion, donc les analystes sont bons, etc. Et il me parle. Donc, à l'époque, je parlais anglais. Et il me dit, écoute, le wagon, aujourd'hui, si tu veux simple, le train part de la gare. Ça va être une énorme machine. Et il me dit, on pense que c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, et notamment, je crois, 2 matchs avant, il avait eu le cas. En Irlande, il y a la priorité nationale. C'est-à-dire que moi, je jouais avec les 3 piliers de l'équipe d'Irlande. Donc, c'est-à-dire que le mardi, tu t'entraînais titulaire. Et le jeudi, il était emmerdé. Il te disait, écoute, j'ai eu un coup de téléphone de l'entraîneur du sélectionneur. Il m'a dit, je veux que lui joue. Ou il revient de blessure. Parce qu'Oran, à l'époque, était pas mal blessé. Je veux qu'il joue. Donc, tu passais de titulaire, des fois, à pas jouer parce qu'il y avait un remplaçant. Donc, il m'a dit, il faut que tu joues. Il me dit, c'est un super club. Il me dit, nous, voilà. Et même pour preuve, ils m'ont fait. Il n'y a aucune volonté de te faire à l'envers pour te faire partir. Il me dit, nous, on est contents, mais il me dit, aujourd'hui, c'est le bon moment d'y aller. Après, le train sera parti, on ne sait pas. Et il dit, nous, on est très contents. Si tu restes, on est très contents. J'avais encore une année de contrat. C'est dingue, quand même. Et ils m'ont accompagné comme ça. Donc là, c'est eux, limite, qui m'ont forcé. Donc j'ai été visiter le Racing. Ça a cassé les images de l'image parce que pour les provinciaux, Paris, surtout quand j'étais en Irlande à cette époque-là, tu avais des émeutes et compagnie. Je voulais pas y mettre un pied à Paris. Donc j'arrive à la Croix de Berny. Tranquille, pépère. Je vois ce que moi j'aspire, c'est-à-dire un logement pas loin du stade, pas à faire 50 km. Bon, j'ai découvert Colombe après. Il fallait faire un peu de route. Et puis je me dis, ouais, je me projette, toi. Même si à l'époque, la Croix de Berny, c'était vétuste, toi, mais il y avait tout en fait. Il y avait tout il y avait tout pour bien faire. Tout pour bien faire. Et il y avait aussi un recrutement magnifique. Ouais. Avec toi débarquent Hernandez, Fall, Vakatawa, Mirko, Bergamasco. Il y a quand même quelques joueurs costauds. Sébastien Chabal, François Stein, Jacques Cronier. Stan, à cette époque-là, ça y est, t'es pleinement investi dans l'aventure intime avec le Racing. Est-ce que t'as déjà un chouchou à cette époque-là ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent du lot, des histoires, des aventures, des souvenirs
de cette époque-là, 2010, 2011, 2012 ? Il y a 2 joueurs qui me reviennent en tête, parce que j'ai commencé en tant que 3/4, enfin j'ai fini en tant que 3/4, tu vois, j'ai pas le physique d'un pilier ou quoi que ce soit, tu vois. Les 3/4 ça change, hein. Moi à l'époque c'était des allumettes, regarde comment il est bâti. Mais les 2 joueurs qui m'ont marqué, mais qui d'ailleurs sont toujours là, c'est Henri Chavancy et Rouanimov. C'est surtout Rouanimov parce que comme j'aimais beaucoup marquer et que je jouais à l'aile, forcément ça a été mon premier modèle. Et puis c'est un joueur qui humainement parlant est aussi exceptionnel, c'est un talent immense. Et... Un peu élégant dehors, un peu élégant sur le terrain. Moi je suis un peu jaloux, je t'avoue, je vais pas te mentir. Tu sais, on n'est pas tous égaux, devant la nature, et la nature a décidé de lui donner beaucoup et de me donner peu. Bon, c'est comme ça, voilà. Mais tu vois, très classe, Rouanimov. Non, mais tu vois, il a beaucoup marqué le club, et en fait, c'est surtout sa vitesse. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui courait énormément, tu vois, qui était assez rapide sur un terrain. De toute façon, je savais faire que ça et taper au pied. C'est bien. Julien Brugnot était. Moi, je savais que pousser, donc. non, mais pour je faisais que soit courir ou soit buter aussi. Parce que quand mon père travaillait au Racing, j'allais en vacances au Plessis-Rambasson qui était le centre d'entraînement. Et donc tu butais quoi. Et ouais, j'allais sur le terrain synthétique. C'est vrai que tu butais souvent. J'allais sur le terrain synthétique et je butais pendant que les joueurs s'entraînaient à côté. C'était mes vacances, j'étais tout content. Tu me laissais un bal. En vacances au Plessis-Robinson. Ouais, c'est mais pourquoi pas, il n'y a pas de mauvaises vacances. Mes vacances. Et puis son père travaillait au Racing, ça doit être gratuit, je pense. Écoute, mes vacances c'était aller sur le terrain synthétique du Racing. C'est pas mal. Prendre un ballon, un tee, buter pendant 3 heures de suite et puis recommencer l'après-midi. Et voilà quoi, donc c'était génial quoi. Toi, tu débarques dans une nouvelle équipe, un nouveau collectif. Tu passes d'une équipe monstrueuse, portée par les cadres de l'équipe d'Irlande, à une équipe en pleine expansion. Est-ce que quand tu débarques, il y a des joueurs déjà qui te marquent un peu plus que les autres ? Il y en a un qui m'a marqué physiquement. Ouais. Tout à l'heure, on envoyait les images. J'arrive, je connais les grands noms. Toi, Jacques Rogneux, qui m'avait un des seuls KO que j'ai pris quand il était à Biarritz. Donc il y a 2-3 mecs. Ancien 8 de l'équipe d'Afrique du Sud. Ouais. Et bon, Seb Chabal, quelques noms. Puis un jour, on part en stage là, sur le bassin d'Arcachon. Il y en a un que j'ai découvert. Ouais. Qu'on appelle bébé, et on fait un entraînement, une des premières oppositions, tu sais, dans l'année, une des premières oppositions totales, et j'ai découvert ce qu'était Kourou. Autant je me méfiais de Chabal ou de Crogneux ou d'autres costauds, lui je l'avais pas. Tu l'avais pas sur le radar ? Je l'avais pas sur le radar, mais j'ai vite compris que c'était lui le plus dangereux. Pourtant tu le vois de loin, non ? Ouais, mais en fait il a cette espèce de bonhomie, ce sourire. Hyper sympa. Il a fait des trucs de dingue, lui. Et l'année, il part à La Rochelle, première année. On joue, donc on est l'un face à l'autre. Il est en face de moi, il est pour moi. Et donc, je me prépare à m'envoyer. Et au dernier moment, il me fait un crochet. Et il y avait Dimitri Zarzeski à côté. Il fait oulala, capitaine. Dimitri, pas du tout prêt à le blaquer. Puf. mais bébé Kourou, pareil, on peut en faire des tonnes. Mais il tuait des types. Et après, il allait les voir. Et il a gratté la tête. Il dit ça va, mon ami, c'est des bébés coups. Bref, donc j'arrive dans cette équipe et c'est vrai que dur au départ. L'intégration pas avec les joueurs, parce que non, avec Berbézier. Avec Pierre Berbézier, parce que Pierre il a sa méthodologie au début un peu dur, mais maintenant je m'en inspire un peu maintenant que je suis passé du côté coaching. En fait, il te formate. Voilà. Il veut surtout pas que tu aies pris la grosse tête parce qu'il t'est recruté. Donc moi, le premier match amicaux, je joue. Et Lou Cicero fait les premiers matchs titulaires et moi il me fait pas jouer. J'imagine en plus qu'il a dû bien t'expliquer de manière pédagogique. Il me fait pas jouer pour la simple bonne raison qu'à la mise en place la veille, notamment c'était à Brive, je me trompe sur une touche, toi. Et puis il vient me voir, il me dit quand tu connaîtras tes touches, tu joueras. Pour un pilier, t'espères jouer 10 minutes au moins. Non, là, 0. Deuxième match, je crois quasiment pareil. Là, c'est le frère de Philippe. Il me dit ça va, il fait pas trop froid au frigo? Moi, je dis, qu'est-ce que j'ai fait à venir ici? En plus, toi qui disais tout à l'heure que tu avais besoin d'être aimé. Heureusement, j'avais les partenaires, mais là, c'était dur. Là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis finalement, non, je me suis mis dans le moule, et puis je me suis mis au boulot, puisqu'en plus, à l'époque, tu parlais du Munster, mais le Racing, on avait un jeu, on prenait en tout cas un jeu physique. On avait un gros pack, on n'était pas les plus joueurs de ballon, mais. La transition se fait en douceur, entre guillemets. Se fait en douceur par rapport à ça, et puis surtout, j'avais des repères qui étaient communs, donc le début, c'est ça au Racing. Puis après ça s'est un peu mieux passé. Les saisons passent, le Racing bute toujours un peu sur les dernières marches, malgré tout. Et puis débarque un ovni, un monstre, peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Dan Carter, il va tout changer. Avant de te poser une question sur Dan Carter, t'as failli jamais jouer avec lui quand même, parce que t'avais signé un pré-contrat.
Ouais. En fait, l'arrivée de Travers et Labi au Racing m'a fait un peu de mal dans le sens où ils sont venus aussi avec leurs joueurs, avec leurs gars. Et notamment en pilier, il y avait Kincheashvili qui signe, il y avait Tonga-Ua, etc. Donc, je suis relégué de souvent titulaire à... un jour, il me l'avait dit, Toto, à numéro 4 à gauche et numéro 3 à droite. Donc, ça fait pas beaucoup d'occasions de jouer. Et j'étais très souvent remplaçant à droite où je jouais des bouts de match. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il y a Fabrice Sandro qui me contacte et ouais. Donc je dis oui entre guillemets par la force des choses. Alors après Fabrice Sandro avait été qui était à Grenoble. Qui était à Grenoble. Le projet était hyper intéressant, l'équipe aussi. C'était l'équipe version Fabien Alexandre. Ouais, il y avait Jason Bacher, il y avait. C'était une équipe très joueuse. Très joueuse, exactement. Ils avaient besoin d'un profil comme le mien, un peu plus combattant. Ouais. C'était l'époque Jonathan Best, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc je pars visiter Grenoble avec ma femme. Et donc je vous conseille de visiter Grenoble un jour, il fait beau. Donc ce jour-là, il faisait pas beau, le ciel bas, ma femme très parisienne. Ça a bloqué. On s'arrête le midi, elle s'est effondrée devant moi. Ah oui, carrément. Effondrée. Je vivrais pas ici. Donc là, si tu veux, toi, t'as pas de chemin retour possible. Ta femme que t'aimes, qui est en face de toi. Là, t'avais déjà signé là ? Un pré-contrat. Ah oui, donc en rugby, un pré-contrat, ça t'engage. Pour le casser, faut payer. Ouais. C'est ça la règle en fait. Hein. Non, mais parce que tout le monde n'est pas au courant. Ouais, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, c'est sûr que après, dès que je sentais un peu l'opportunité au Racing, dès que j'ai pu rejouer, parce qu'en Coupe d'Europe, on se fait éliminer. À l'époque, on n'était pas très très performant en Coupe d'Europe. Donc en fait, à partir du 3e match, tu envoies l'équipe, tu fais tourner. Donc ils font tourner très bien. Et puis en fait, j'ai enchaîné les matchs titulaires quasiment jusqu'à la fin de la saison. Donc là après j'avais plus d'arguments en tout cas pour renégocier fait de rester. Voilà, donc le Racing était entre guillemets très bon joueur parce que non seulement j'ai rejoué, je pense aussi que Jackie Lorenzetti appréciait beaucoup ma femme. Parce que le jour où j'ai annoncé que j'avais signé un pré-contrat à Grenoble, il m'a dit qu'il était... dévasté. Non, je vais te redire ces termes. Je l'appelle, je dis voilà, je suis président, je vais signer à Grenoble, voilà. Il me dit écoute, on te souhaite bon chemin, nanana, sache qu'on a été content de t'avoir, mais c'est une énorme perte en parlant de ma femme. Ah oui, c'est pas une énorme perte au poste de pilier, une énorme perte dans l'administration. Donc je pense que tout ça, voyant que finalement, ça arrangeait ça arrangeait un peu tout le monde. D'accord. Voilà, donc je m'excuse auprès des Grenoblois parce que je me suis fait huer au moins 2 années d'affilée, mais bon, c'est pas grave. Après, il n'y a pas que le choix sportif en fait. Non, mais là, y a des choses, le jour où je suis au restaurant, ma femme en face de moi, elle est au fond de la gamelle et que je te jure, je suis pas bien là, à ce moment-là. Ah oui. Et que derrière, quand ça se passe bien, qu'au bout d'un moment, on me fait comprendre qu'il y a peut-être une opportunité, j'avoue que. T'as mieux dormi un peu. J'ai un petit peu mieux dormi. Ma femme était soulagée le jour où j'ai re-signé. Sur Dan Carter. Bien sûr. Il est gentil, Dan Carter. Non, c'est un bon joueur ou pas ? Bon joueur, Dan. Non, la question moi, que je me pose sur Dan Carter, t'en parlais avec O'Gara tout à l'heure, on le sait avec dans d'autres sports, Ronaldo, tout ça. Est-ce que c'est aussi le premier à l'entraînement ? Est-ce que c'est le dernier à partir ? Est-ce que t'as vu un mec en fait où il n'y a pas que le talent, comme tu parlais avec O'Gara tout à l'heure, ou finalement c'est un mec qui béni des dieux, qui tout ce qui touche se transforme en or. Je pense que lui, il fait partie de la crème, c'est-à-dire il y en a qui ont du talent et qui bossent pas, il y en a qui sont bosseurs, mais lui, il était talentueux et bosseur. Ouais. C'est pour ça qu'il est arrivé tout en haut et c'est ce qui fait aussi la différence. J'ai joué avec, toi t'en as cité quelques-uns, mais si pour les plus vieux, j'ai joué avec des Lisandro Arbizou, avec Townsend, avec Ocagne, avec des bondistes, toi. Tous internationaux, tous... c'est des monstres. Je t'enlève ceux qui j'ai apprécié jouer, mais qui étaient malheureusement pas internationaux. Mais j'ai joué avec des bondistes, notamment si je te fais un comparatif sur les derniers 10, Sexton ou O'Gara. Très, très centré sur la performance. Toi, Sexton, il y a eu des rixes physiques aux entraînements parce qu'il... Voilà. Non, Carter, en fait, il avait ce petit truc en plus, c'est que oui, il bossait. Il butait, il bossait les passes, il bossait certainement, moi je voyais pas, mais les plans de jeu. C'était quelqu'un qui bossait. Il était pris à partie par son contrat. Il faisait des RP partout. Ouais. C'est-à-dire, nous, le mercredi à midi, quand tu as fini de manger, que tu rentres pour te reposer, lui, il est en tenue du Racing pour aller prendre l'avion, aller faire des RP. Enfin, les RP, c'est pour les repas partenaires, les choses comme ça. C'est de la représentation. La représentation, ça faisait partie de la marque. Même un jour, je lui ai posé la question, on était tous les deux dans le vestiaire, mais je dis, t'es pas fatigué? Il me dit, mais tu sais, j'ai signé le contrat, c'est un truc, je l'accepte, je le fais. Ouais. Et surtout, Dan, un peu comme Martin Hernandez,
il facilite tout en fait. Toi, lui, en fait, toutes les contraintes, il les prend pour lui, mais tu le vois juste quand il court, ou même un Joro Kosoko. Quand il court, un Français, enfin moi c'est comme ça que j'analyse, parce que maintenant, dans la formation française, on remet le ballon au cœur de la formation, eux, ils l'ont depuis le départ. Il court, en fait, il regarde ce qui se passe. C'est facile. Il va pas, et c'est pas une contrainte le ballon. Il n'a pas le ballon sous le bras pour aller mettre des grands coups de plafond. Les choix sont souvent bons parce qu'en fait, il a zéro contrainte. Et du coup, ça irradie sur toi. Notamment quand on arrivait sur les phases finales de championnat où toi, la pression montait, où on se crispait un peu. Et il a eu des discours, mais pas que lui. Il y avait Chris Mazoé aussi qui nous a fait du bien. Qui me disait, mais les gars, on va pas inventer un rugby. On va juste faire ce qu'on a bien fait cette année et on va le faire un peu plus sérieusement, etc. C'est cette facilité qu'il avait En fait, il simplifie le difficile et du coup, ça te met plus à l'aise. Donc, du coup, en fait, t'es plus libre de jouer quand t'es partenaire à côté de lui. Dan Carter, c'est forcément une signature hors norme, un joueur hors norme. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton Dan Carter à toi ? Comment tu le perçois avant qu'il arrive et quel joueur tu gardes en mémoire ? Il y en avait plusieurs ou quoi des Dan Carter ? On a chacun le nôtre. On a chacun l'un, d'accord. Tu vois, moi, le Dan Carter que j'ai, c'est celui qui a marché sur les Lions britanniques en 2005 où il marche sur l'eau, c'est le joueur le plus fort du monde. Il y a aussi la période perpinianaise, il y a aussi le joueur sur le retour 2019 où il est encore titulaire alors qu'il joue sur une patte. Ouais, je pense qu'il y a plein de facettes. Toi, j'ai rebondi juste sur la période perpignanaise. Il est blessé, il fait 6 matchs, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Et ils sont champions. Et beaucoup d'anciens Perpignanais, déjà, sont toujours très amis avec lui. Et puis, en fait, il a participé énormément. Il s'est investi d'une autre manière, pas en tant que joueur. Julien Candelon nous racontait que quand ils apprennent la signature, en fait, tout le monde a mis 10% de plus à l'entraînement, dans l'investissement, parce que d'un coup, Dan Carter arrivait. C'est un leader naturel. Non mais son investissement, moi j'ai connu des joueurs qui malheureusement étaient blessés pour eux, mais qui du coup se mettaient en retrait, enfin un peu comme le commun du mortel, se mettait en retrait, faisait ses soins, repartait chez lui, puis finalement au bout d'un moment tu le vois plus trop dans le circuit, surtout qu'il avait eu un croisé, c'est long, et lui, ça montre l'image. Alors nous on a eu la chance, on l'a pas eu blessé, donc mais c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Je te laisse répondre pour ton Carter. Carter, c'est surtout un ovni parce qu'il a été fraîchement champion du monde en 2015 où il avait sorti un match mais titanesque. C'était sa dernière en plus avec la Nouvelle-Zélande. Il but pied droit sur la dernière transformation. Parce et en fait, moi je croyais que c'était une coquetterie, je croyais que c'était un défi et tout. Il dit non, c'est parce que j'étais crampé en fait, j'avais mal donc j'ai tapé pied droit. Ok, bon, d'accord. C'est un truc de ouf quand même. Donc c'est l'arrivée d'une légende, tu vois. Et puis je savais qu'en fait avec son arrivée que ça allait apporter quelque chose de très différent au Racing, tu vois. Enfin vraiment. Et tu l'as. Pardon, vas-y, termine. En fait, je savais. En fait, le Racing était un peu. Tu vois, buté sur un plafond de verre, quoi. C'est-à-dire qu'on avait recruté... Barrage, demi-finale, tu vois, avec des joueurs comme Marc-André, Dan Lydiette, on avait fait un recrutement titanesque en 2014. Je me suis dit, c'est bon, ça se trouve, c'est la bonne. Ensuite, t'as l'année d'après où c'est un peu plus compliqué. Et là, 2016, je savais qu'on allait faire quelque chose. Vraiment, j'avais senti un peu... ouais. Enfin, en fait, c'était même pas que l'arrivée de Dan Carter, mais tu sentais que... Toutes les planètes s'alignaient. Ouais, et puis même, je savais que le Racing allait faire quelque chose, que ce soit en Coupe d'Europe ou en top 14, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, quoi. C'était pas écrit quand même, parce que les phases finales... c'était pas écrit, voilà, mais avec ça a été un chemin un peu compliqué. Ce match de Clermont à Rennes, mais tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Mais toi, si tu dois faire un comparatif des 10 qui ont joué au Racing, toi, Sexton, qui était un excellent 10, il l'a reprouvé après par la suite. Il rate son là où je pense que Dan... peu, mais pourquoi parce que Sexton, c'est comme je t'ai expliqué avec O'Gara quand j'étais au Munster, ils ont un jeu très robotisé. C'est stéréotypé. J'allais dire robotique. Il n'y a pas de place à l'inconnu. Sauf qu'il arrive en France, on lui file les clés du camion. Et sauf qu'en France, moi je vois les 3/4 des fois s'entraîner, ils font 10 lancements, puis en match, ils font toujours le même, c'est le premier centre qui vient taper. Sauf que là où il est bon, non mais j'en rajoute. Mais c'est vrai. J'en rajoute, mais Carter, en fait, il s'est adapté. C'est pour ça que Juan Martin Hernandez était très bon dans les différents clubs au Stade Français ou au Racing. Il s'adapte. Et en fait, je pense que Dan aussi était bon, c'est qu'il tirait le meilleur de ses partenaires. Et en fait, en s'adaptant, comme lui, il avait toutes les clés. Et puis, juste pour terminer, peut-être Stan, toi, qui était un peu aussi dans les coulisses du Stade Français, du Racing. C'est pas les mêmes, attention. Il donne cette impression, ça c'est peut-être vous deux, d'être aussi humainement quelqu'un de accessible, sympa, souriant. Voilà, bon, je sais pas toi t'étais son partenaire, mais est-ce que t'as eu l'occasion de le croiser, est-ce que t'as eu l'occasion de discuter un peu avec lui et tout ça? Bon, un petit peu honnêtement, mais c'est plus Julien qui en dira plus parce que
Je l'ai vu peu de fois, enfin, je lui ai serré la main, mais sauf que bon... Est-ce que c'est comme, tu vois, moi par exemple, il y a Serge Betsen, où quand je le croise, je deviens un mongol. Vraiment, je suis incapable de lui parler parce que c'était mon héros de quand j'étais gosse. C'est mignon. Est-ce que quand tu lui serres la main à Dan Carter, il se passe un truc ou non, tu t'en fous un peu, tu dis allez vas-y, je suis un bonhomme. Il y a une aura quand même. Hein. Ouais, oui, ok. En fait, toi, c'est pas que moi. Toi, tu t'es facile, tu les croises dans les vestiaires, tu les vois à poil, donc tu t'en fous. T'as pas une idole, toi, quelqu'un, un joueur où tu deviens un petit gamin quand tu le croises? Non, le seul idole que j'ai eu vraiment, c'est Albaladejo, parce que c'est lui qui m'a fait aimer le rugby à travers sa voix, ses commentaires, et le jour où, parce qu'il avait un bar à Dax, et un jour, pourtant Dax, j'avais arpenté toutes les rues. C'est pas immense non plus, Dax. Et un jour, je tombe sur lui et j'ai bugué. C'est ça. Alors lui, bien sûr, je suivais le rugby, etc., donc on a discuté, et ouais, là, ouais. Il y en a tous quelqu'un comme ça où tu bégayes. Non, après, il y a la rencontre avec Paul O'Connell, il y a des mecs comme ça, tu sens un peu petit, mais Albaladejo, c'est lui qui m'a fait commencer, Donc, pour boucler la boucle, son arrivée à Dan Carter n'explique pas tout, mais elle correspond à un premier succès pour le titre, pour le Racing, un titre, celui de champion de France. Est-ce que tu te rappelles de cet essai? Est-ce que tu peux nous le raconter? L'essai de Joe. Ouais. Moi, je jouais pas, donc j'étais. je vais te le raconter comme un spectateur. C'est quand même. À ce moment-là, concentré de talent absolu. Complètement, ouais. Avec une petite faute quand même qui aurait pu être sifflée, mais heureusement elle n'a pas été sifflée pour l'histoire. Mais non, mais c'est un match, comme je disais tout à l'heure, ces phases finales, elles ont été particulières, toi. Peut-être parce qu'on les a vécues de l'intérieur, mais demi, tu perds, tu gagnes contre Clermont en utilisant une stratégie qu'ils avaient utilisée tout le match, qui nous avait perturbé, et puis finalement ça se retourne contre eux, cette règle du hors-jeu sur le ruck, qui nous ont fait tout le match, qui nous ont perturbé, puis finalement André Kruger, qui était un joueur qui a pas mis son ego devant, qui était passé remplaçant, qui a bien analysé le match pendant le match. Et quand il rentre, il joue la règle comme ils l'ont fait, et à l'intercept, il donne à Rouanimov qui va très vite. Et bon, il y a la transformation. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, tout le monde saute comme on a gagné, mais c'est la transformation. Il y avait Carter. Et non, la finale avec ce carton qui finalement, en fait, a débridé la finale. Parce que je me trouvais très crispé en ce début de match. Ouais, puis c'était une finale qui. C'est au 15e minute, c'est 18e, c'est hyper tôt. Puis derrière, Rouanimov passe à ils enchaînent les. Ouais, alors après, on va pas revenir sur le match, mais je pense que les Toulonnais, même, ils avaient des bons joueurs en face, mais ils ont très mal joué. Parce qu'on avait le R2 qui était pas du tout couvert. Il y avait moyen en tout cas de nous mettre en difficulté. Ils l'ont pas fait, tant pis pour eux. Mais tu sais, dans le rugby, et on en parle de temps en temps sur RMC, mais les cartons rouges ne veulent pas dire que tu vas perdre le match. Au contraire, moi j'en ai perdu des matchs où on était en supériorité numérique et tu te dois de gagner. Et cette pression en fait qui arrive, elle est dure. Alors qu'inversement, si tu perds, t'as une explication. Et ce jour-là, c'est vrai que les joueurs ils ont été excellents. Moi je me rappelle, il y avait Bastard en face. C'était Gouzen qui jouait au centre et qui était plutôt 10. Ils se sont envoyés comme des porcs. C'était incroyable. On va pas finir sans évoquer Brive. Ouais. C'était un rêve de gosse. Ouais, j'étais très content. Tu finis ta carrière là-bas, puisqu'après le Racing, tu vas y rester, puis passer une dernière année du côté du CAB. Une année qui se passe plutôt pas trop mal pour toi, mais tu raccroches quand même à l'issue de cette saison. Est-ce que le petit garçon de Lille imaginait tout ça? Ce parcours, ces succès, l'équipe de France, un Brennus? Oh non, pas du tout. Alors, tu sais, quand moi j'ai commencé, j'étais la première fois que j'arrive à Libourne, on va faire la sélection. Déjà, je suis sélectionné, j'étais déjà le plus heureux du monde. Donc, toi, ça s'est fait petit à petit. J'avais pas de rêve. En fait, moi, le jour où on m'a proposé d'être pro, c'était déjà un objectif. C'était l'objectif maximum. Et puis, petit à petit, j'ai avancé, j'ai repoussé les objectifs. Brive, c'était bien. Ouais. Brive, c'était bien parce que c'était. J'avais un rôle différent, si tu veux. J'étais là pour accompagner. Il y avait l'émergence de Demba Bamba, mais surtout de Visp. Demba Bamba, il a été précoce un peu dans son émergence, mais Demba Bamba est arrivé. De Visp, il y avait quelques jeunes joueurs. C'était le deal avec Godignon. Enfin, il m'en avait parlé. C'était accompagner les jeunes, jouer aussi, bien sûr, mais j'avais signé 2 ans. Et bon, finalement, j'ai fait qu'une année parce qu'ils ont De Visp a très vite joué. Mais j'ai profité. Et là, le moment où j'ai vraiment kiffé, parce que tu restes compétiteur, donc quand tu joues pas trop, etc., c'est dur. Du moment où c'était terminé, c'était vers décembre,
Là, après, par contre, ça a été les 5 derniers mois derrière, le plus kiffant du monde. Et, moins de pression, peut-être, que, et tu me parles que la de part fin, de plaisir. J'ai des partenaires qui n'ont pas eu la fin escomptée. Notamment Jacques Rogneux, qui a joué son dernier match sans le savoir, parce qu'il a eu une blessure au dos, et je sais que pour lui, pour en avoir parlé quelques fois, c'est une blessure qui est encore ouverte. Moi, j'ai joué contre mon premier club, Bordeaux. Enfin, à l'époque, c'était CAVVG, mais contre Bordeaux, il y avait des dirigeants, etc. J'ai joué devant ma famille. J'ai joué titulaire le dernier match, parce que malheureusement pour le club de Brive, le week-end d'avant au Stade Français, la messe était dite. Donc j'ai eu l'occasion de jouer en bonne santé. Ouais, c'est ça aussi. C'est en un bonne sport santé. quand même où tu... Non, mais je finis, parce que tu disais 15, je crois que je suis vers le 17, je finis en bonne santé. Et toi, aujourd'hui, je vais courir encore, je fais du sport avec mes filles, je vais courir de temps en temps quand j'ai envie. Donc voilà, la boucle était bouclée. Il y a mon agent qui, je me rappelle encore comme c'était hier, je suis dans le déménagement pour revenir de Brive, qui me parle du Stade Français. Et je lui dis non, enfin, il y a une petite réflexion, mais je lui dis non, et lui, il n'était même pas surpris, parce qu'on se connaît depuis que j'ai 17 ans. Et qui n'était pas surpris parce qu'il me connaît. Que j'ai jamais couru après les contrats. Moi, j'ai couru surtout après les aventures humaines. Donc, la dernière question pour vraiment boucler la boucle. Est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli ? Ouais, quand je regarde derrière, ouais. Ouais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est que des moments, en fait, je pense que c'était des étapes à passer. Toi, notamment, je pense à l'équipe de France, il y a plein de trucs, mais ouais, j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai fait, dans tous les choix que j'ai pu faire.